Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Réduction des gaz à effet de serre. Les États n'ont plus de choix pour la planète et pour éviter un réchauffement climatique. Il faut réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Avant la phase préparatoire, la coordination nationale a passé hier au crible le rapport annuel de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Au Burkina Faso, le parti au pouvoir préconise des réformes pour optimiser le renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Le mouvement du peuple pour le progrès réagit ainsi après l'attaque terroriste de mercredi dernier qui a coûté la vie à 80 personnes, dont 15 soldats. Cultiver l'esprit de fraternité et de solidarité entre les fonctionnaires internationaux togolais, c'est l'objectif de l'Association des fonctionnaires internationaux du Togo qui veut aussi œuvrer pour un meilleur positionnement et une présence plus accrue des talents togolais dans les organisations et institutions internationales. La FIT était en assemblée annuelle générale jeudi dernier à Lomé. Que fait l'association? Bilan et perspective, c'est avec notre invitée Madame Agathe Kouméalotelou, présidente de l'association. Les échos du palais, les sports et la revue de presse à suivre également dans ce journal magazine. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Signature hier à Lomé d'une convention de partenariat entre l'Association des fonctionnaires internationaux du Togo, AFIT, et le gouvernement togolais. L'accord a été paraphé par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussé, au nom du gouvernement et par Madame Agathe Kouméalotelou pour l'AFIT. C'était en présence de l'ancien Premier ministre du Togo et actuel président du Fonds international de développement agricole FIDA, Gilbert Wungbo. Ce partenariat a pour unique ambition de faire la promotion des Togolais dans les organisations et institutions internationales. Sebi Larson. Ce partenariat entre l'Association des fonctionnaires internationaux togolais AFIT et le gouvernement s'inscrit dans une vision commune, celle de voir davantage des cadres togolais travailler au sein des institutions internationales. Madame Agathe Kouméalotelou, présidente de l'AFIT. Cette convention de collaboration nous permet de pouvoir rester en contact permanent avec le gouvernement qui permettra qu'on puisse conjuguer nos efforts de façon conjointe et durable pour permettre une efficacité dans le placement et l'accompagnement des Togolais candidats aux postes ouverts au sein des organisations et institutions internationales. Nous pensons qu'on pourra avoir meilleurs résultats dans la mesure où nous, fonctionnaires travaillant au sein de ces organisations, nous serons là pour fournir toutes les informations aux services compétents qui vont maintenant faire leur travail et permettre qu'on puisse valablement mieux accompagner les Togolais qui sont candidats aux postes au niveau des organisations internationales. La promotion des cadres togolais au niveau international est une préoccupation première du chef de l'État et de tout son gouvernement. Ministre Robert Dussé des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Depuis 2014, nous avions ici au sein de ce ministère une cellule dédiée à la promotion des Togolais dans les organisations internationales. Mais dès que vous êtes venus auprès de nous, nous avions vite compris qu'il fallait travailler avec vous qui êtes déjà dans les organisations internationales afin que la promotion et le placement de nos compatriotes soit beaucoup plus facile parce que nous avions compris que vous contribuez déjà à la préparation, à la formation des jeunes Togolaises et les jeunes Togolais à rentrer dans la fonction publique internationale. Je voudrais vous rappeler toute la disponibilité du gouvernement,
de l'équipe du ministère des Affaires étrangères à travailler avec vous afin que les objectifs communs soient des objectifs que nous réalisons au plus tôt. L'AFIT, créée le 22 août 2020, entend également collaborer avec la cellule présidentielle de placement des Togolais et l'Agence nationale pour l'emploi. L'ancien Premier ministre Gilbert Humbo, actuel président du Fonds international de développement agricole FIDA, a honoré de sa présence à cette cérémonie de signature. Autre chose en page nationale, le projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation des forêts RED plus précisément. Avant la phase préparatoire, la coordination nationale passe au crible le rapport annuel de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Il est surtout question de disposer de repères et de rendre visibles les efforts des différents acteurs. Juliette Kandé. Le Togo a adhéré à la RED+ depuis 2010. En 2015, le gouvernement s'est lancé dans la préparation de sa mise en œuvre, avec notamment l'élaboration d'une stratégie nationale RED+ et son plan d'action. À ce niveau, il est question de parvenir à mobiliser les ressources pour la mise en œuvre du plan d'action. Dr Kanfitine Ditoatou, coordonnateur national RED+. Il est question de capitaliser les efforts, les actions qui sont menées dans les différents ministères sectoriels et par les différentes plateformes de la société civile pour produire un rapport de mise en œuvre de la stratégie. Et ce rapport va servir de plaidoyer pour la mobilisation des ressources au niveau international. La stratégie nationale RED+ a été adoptée en Conseil des ministres le 24 mars dernier. Retrouvons Dr Kanfitine Ditoatou. La stratégie est axée principalement sur 4 points, à savoir la promotion d'une agriculture performante à faible impact sur le climat, le développement et la gestion durable du patrimoine forestier national et la promotion de la gestion durable du bois énergie. Il y a également un axe qui porte sur l'amélioration de la gouvernance, l'aménagement du territoire, le foncier, le genre et puis tous les autres aspects. Cette stratégie est basée sur des études analytiques, innovantes et participatives. Elle implique toutes les parties prenantes dans le diagnostic de la situation actuelle. Une journée d'échange a regroupé hier autour de l'Agence nationale du volontariat au Togo ANVT les maires du Golfe et d'Aguanivé sur l'importance des volontaires nationaux. Il s'est agi précisément d'informer les maires sur les opportunités du volontariat national dans le but de consolider la décentralisation et le développement local. Grâce Goto. Cette tournée vise à présenter le bilan des 2 ans de collaboration avec les communes, de mobiliser et d'obtenir l'adhésion des maires pour les prochaines étapes de formalisation de la collaboration avec les communes. Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT. L'ANVT est une agence qui accompagne le développement et le niveau de développement le plus bas du pays est la commune et on a pu mobiliser des volontaires dans ces 117 communes. Les différents types de volontaires que nous mobilisons et il était question de se retrouver avec les maires pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. On attend de ces communes plus de disponibilité, plus d'écoute, plus de facilité pour nos agents, plus d'opportunités à nos volontaires parce que il y a beaucoup de volontaires qu'on mobilise qui sont compétents. Quand ils finissent leur mission, il y a des postes vacants dans ces communes. On puisse leur donner cette opportunité et être plus disponible par rapport à notre partenariat. Une initiative riche et louable selon le maire de la commune du Golfe 2 à Maglo-Kokou, Sénamé. La commune du Golfe 2 a eu cette chance d'avoir les volontaires d'engagement citoyen. C'est des femmes, des jeunes, de tout groupe, de toute provenance ethnique, mais quand vous les voyez sur le terrain avec leurs seniors, moi je suis séduit. Je crois que c'est une école pour nous tous. L'impact est là positivement sur toute la commune. Il y aura un cadre de partenariat. Et dans ce cadre de partenariat, on va échanger davantage et on nous dira quelles doivent être nos responsabilités, comment ils doivent nous accompagner, comment on fait pour que ce programme national ait réellement son impact et atteigne tous ses objectifs. La tournée se poursuit sur le reste du territoire national.
Oui, ce communiqué pour poursuivre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie Bac 2, session juillet 2021, que la proclamation des résultats se fera dans les centres d'écrit le mardi 24 août 2021 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 10h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS dès lundi 23 août 2021 à partir de 16h. La direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Les chiffres du Covid-19 au Togo n'ont de cesse de croître depuis quelques semaines. On enregistre des chiffres jamais égalés allant jusqu'à plus de 200 cas par jour et à plus de 2000 cas par semaine. Pour la seule journée d'hier, on dénombre 270 cas sur 1985 personnes testées. C'est dire que le variant s'attaque à tous et partout, et ceci en dépit des dispositions prises par le gouvernement pour faire fléchir la tendance. Mais en attendant, la vaccination reste la seule option pour y parvenir et les autorités s'y emploient. Comment gère-t-on les malades au CHR Lomé Commune? Quelle stratégie doit adopter le centre de prise en charge? Suivez cet entretien avec le ministre Iwateba de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, responsable du dit centre. Il répond aux questions de Alice Berthe Barandao. Monsieur le ministre Iou, de jour en jour, les cas de contamination Covid augmentent et la situation dans le centre de prise en charge est quelque peu tendue. Dites-nous, quel type de malade vous recevez maintenant au CHR Kégué? Il faut être sérieusement malade. C'est ce que nous prenons aujourd'hui à l'hôpital. Il fut quelque temps, il suffit d'être infecté par le coronavirus et on vous met à l'hôpital ou dans un hôtel dédié à cette fin. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Ceux qui viennent à l'hôpital, c'est des gens qui sont en train de mourir ou si vous ne faites rien, ils meurent. Ils sont classés en 3 catégories. Les critiques qui quasiment meurent, tous. Les sévères qui ont un taux de survie de l'ordre de 70-80% et les modérés qui quasiment survivent totalement. Donc, il faut être sérieusement malade. Et quand on dit modéré, c'est des gens qui ont une atteinte du poumon d'à peu près 40 à 60%, mais qui ne sont pas tout de suite dans une situation hyper critique. Professeur Wateba, est-ce toujours vérifié que ce sont les grabataires ou les personnes comorbides ou disons les personnes âgées qui sont souvent atteintes de Covid-19? Au départ, c'était les personnes âgées avec des comorbidités, c'est-à-dire hypertension, diabète, etc., etc. Aujourd'hui, nous recevons plus de jeunes, des personnes jeunes qui n'ont aucune comorbidité et qui développent des complications graves du genre nécessité de les dialyser. À l'heure où je vous parle, la dialyse du CHR tourne à régime à plein. Nous étions à un dialyseur, maintenant on a dû ajouter un deuxième dialyseur parce que les conséquences de la Covid au niveau des organes, c'est que Covid, on s'est rendu compte qu'il aime les petits vaisseaux sanguins. Et s'il bouge les petits vaisseaux sanguins des poumons, vous allez avoir une difficulté à respirer parce que même si vous respirez, le sang ne peut pas passer par ces petits vaisseaux sanguins pour aller dans l'organisme. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle la détresse respiratoire. S'il va plutôt boucher les petits vaisseaux sanguins des reins, votre rein a beau filtrer le sang, mais vous n'allez pas pouvoir filtrer convenablement le sang et vous allez faire ce qu'on appelle une insuffisance rénale qui va aboutir à la dialyse. Si c'est le petit vaisseau sanguin du cœur qui est touché, vous allez développer une insuffisance cardiaque qui va aboutir à une crise cardiaque, donc à un arrêt cardiaque. Si c'est le petit vaisseau sanguin du cerveau qui est touché, vous allez faire ce qu'on appelle un AVC ischémique, c'est-à-dire un AVC qui n'est pas hémorragique, mais ici dû au fait que le vaisseau sanguin est bouché. Il faut jamais croire que Kofi est sorti de l'hôpital et donc quand vous allez attraper le Covid, que vous sortirez aussi de l'hôpital. Chacun a son histoire. Si Covid vous cible, que vous, il va finir avec vous, il finira avec vous. Ça n'a rien à voir avec votre état primaire. Ça n'a rien à voir avec la rapidité, la sévérité avec laquelle on vous a traité. Ça n'a rien à voir avec le pays où on vous a traité. S'il décide de vous tuer, vous tuera. C'est ça la réalité. En tant que médecin, expliquez-nous encore, c'est quoi un virus? Surtout le virus Covid. Est-ce qu'un médicament peut tuer le virus? La Covid, c'est un virus. Ce n'est pas une bactérie où nous avons des antibiotiques qu'on donne et puis ça marche. Ce n'est pas un parasite, ce n'est pas un champignon, c'est un virus. Sachez aujourd'hui qu'il n'existe quasiment aucun médicament qui a déjà tué un virus. Ça n'existe pas. Les virulicides n'existent pas. Il n'y a que ce qu'on appelle les virostatiques. C'est-à-dire un virulicide, c'est un médicament que vous donnez qui tue le virus. Un virus ne mange pas. Il faut bien que l'agent pathogène mange pour ingurgiter quelque chose qui ici s'apprend comme un poison pour le tuer. Le virus ne mange pas. Le virus se multiplie, il vit aux dépens des autres. C'est les autres qui font tout pour lui.
À la limite, s'il veut manger, il te fait manger à toi le poison à sa place. C'est un peu ça le virus. Donc, dire que vous allez prendre un médicament aujourd'hui qui va vous éliminer le virus, non. On ne donne que des médicaments qui arrivent à ralentir le virus dans sa progression, le temps nécessaire que l'organisme lui-même fasse la synthèse des anticorps adaptés à ce virus pour que vous en guérissez. Donc, plus vite votre organisme réagit bien et fabrique des anticorps, plus vite vous en guérirez. Alors, monsieur le ministre, c'est pour cette raison que la vaccination est-elle urgente et nécessaire? Si nous sommes partis avec le constat qu'un virus, il n'y a pas de médicament qui le tue, il n'y a que l'organisme qu'il faut soutenir pour fabriquer des anticorps, ça veut dire que c'est la voie des anticorps qui semble être la solution. Attendez un peu, professeur, c'est quoi un anticorps? Les anticorps, c'est une réaction de l'organisme qui va fabriquer certaines substances dans le seul but de pouvoir neutraliser un corps étranger qu'il a identifié comme nocif. Alors, la meilleure façon de fabriquer un anticorps, c'est d'attraper le vrai virus. Par exemple, vous faites le rhume, c'est le vrai virus du rhume. Tout le monde a déjà fait un rhume, c'est que vous avez déjà rencontré une fois dans votre vie le coronavirus. Il y a 3 types de virus qui font le rhume. Il y a le coronavirus, les adénovirus et les rhinovirus. Alors, mais c'est des coronavirus gentils. Donc quand vous attrapez le vrai rhume, si vous guérissez du rhume, c'est que votre organisme a réussi à tuer le virus par le biais des anticorps. C'est comme ça que ça se passe. Et vous êtes protégé pendant une période jusqu'à ce que vous attrapez le futur rhume. Mais dans le cas du coronavirus actuel, qui est le SARS-CoV-2, qui est un coronavirus méchant, si vous courez le risque d'attraper le vrai virus avant de développer les anticorps, comme ceux qui ont guéri donc de la maladie à Covid, ils ont développé les vrais anticorps, rien ne présume que vous allez survivre à ce vrai virus qui est plus méchant que les autres coronavirus qu'on connaît. C'est pour cela qu'on vous vaccine en vous administrant quelque chose qui ressemble au virus, qui reprend les capacités ou les propriétés du virus pour amener votre organisme à l'identifier comme un malfaiteur et développer les anticorps pour apprêter votre organisme pour affronter le vrai virus qui peut-être va arriver demain. Et alors, quand vous êtes dans les 80% des gens qui sont protégés, ça veut dire que vous êtes une personne qui ne souffrira d'aucun problème. Monsieur le ministre, on sait que le personnel soignant du Togo est vacciné à plus de 80%. En quoi ce taux de vaccination influe-t-il sur les agents de santé exposés aux malades Covid qu'ils reçoivent au quotidien? Tous les jours, nous avons au moins 20 à 30 cas de Covid chaque jour au CHU Sylvanus Olympio. Et c'est des Covid hospitalisés. Mais vous allez voir qu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai que 3 personnes du personnel médical qui sont contaminées. Et ces 3 personnes ne font pas des formes graves, c'est des formes tout simplement mineures. Si c'est nous qui diagnostiquons les cas Covid, et Covid est dans toutes les structures, et que nous, à l'intérieur du personnel médical, on n'en meurt pas, étant donné que nous avons été massivement vaccinés, ça veut dire que cette vaccination certainement nous protège. L'une des personnes que nous avions perdues dans la lutte comme personnel médical qui soit décédé, c'est quelqu'un qui avait refusé le vaccin quand il a contacté Covid. Quand il est décédé, on a creusé, il n'était pas vacciné. Donc autant vous dire toutes les vertus du vaccin pour vous dire qu'il n'y a pas pour le moment aujourd'hui une autre alternative. On ne le dira jamais assez, la vaccination fait ses preuves. Allons donc nous faire vacciner car le coronavirus ne ménage personne. La suite de ce journal, le Burkina Faso bien décidé à en finir avec le djihadisme. Le parti au pouvoir préconise des réformes pour optimiser le renseignement dans la lutte contre le terrorisme. C'est le parti au pouvoir, donc le mouvement du peuple pour le progrès MPP, qui en donne le ton. Il a réagi hier à la suite de l'attaque armée terroriste qui a coûté mercredi dernier la vie à 80 personnes, dont 15 soldats burkinabés. Grâce Goutou. Dans une déclaration, le président du parti MPP au pouvoir, Simon Compaoré, a d'abord salué la bravoure des soldats et préconisé des réformes pour venir à bout du terrorisme. Le MPP invite le gouvernement à persévérer dans les réformes pour optimiser le renseignement et les capacités de riposte, tout en développant des initiatives pour une meilleure implication des populations. Monsieur Compaoré a souligné que bien que désarçonné par le guet-apens, la riposte de l'armée et de ses supplétifs a été foudroyante et a permis d'infliger de lourdes pertes aux terroristes.
Et pour parvenir à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à ses populations, le Burkina Faso ne doit compter que sur lui-même, selon M. Compaoré. Pour joindre l'acte à la parole, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a présidé hier matin une session du Conseil supérieur de la Défense nationale et discuté des mesures urgentes à prendre. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes qui se sont particulièrement intensifiées depuis le début de ce mois d'août. Tout à côté au Niger, les députés de la région de Tillabéri interpellent les autorités sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Dans un communiqué, les élus notent qu'en l'espace d'un mois, près de 100 civils et 19 gendarmes ont été tués dans 3 des 6 départements de la région. Les députés demandent à l'État qu'il y ait une couverture et qu'il essaie d'avoir la maîtrise de l'espace dans lequel évoluent les terroristes. Autre demande des députés de la région, revoir les mesures de l'état d'urgence qui interdit l'usage des motos par la population. Même si cette mesure handicape économiquement les communautés et rend difficile l'accès aux centres de santé notamment. Quelques mois après le coup de force des nouvelles autorités maliennes, la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, demande au Mali de lui fournir d'ici au 28 août prochain un mémoire justifiant la résidence surveillée de Maktar Ouane, ancien premier ministre de la transition, et Ba Ndao, ancien président de transition. Les 2 personnalités sont privées de liberté depuis le 24 mai, date du coup d'État militaire, les démettant de leurs fonctions. En plus d'avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO, leur avocat, maître Mamadou Ismaïlia Konaté, a déposé une plainte au Mali pour arrestation illégale et séquestration. La deuxième partie de ce journal magazine, l'AFIT est une association créée en août 2020 pour fédérer les énergies des fonctionnaires internationaux du Togo. L'un de ses multiples objectifs est de cultiver l'esprit de fraternité et de solidarité. L'association des fonctionnaires internationaux du Togo veut surtout œuvrer pour un meilleur positionnement et une présence plus accrue des talents togolais dans les structures internationales. Et pour y parvenir, l'AFIT compte utiliser le réseautage, le renforcement des capacités, le plaidoyer, l'information et d'autres stratégies dont Madame Agathe Kouméalo Telou, présidente de l'association, va nous parler dans ce journal. Madame Agathe Kouméalo Telou, bonjour. Bonjour, Monsieur Nabédé. Alors, vous êtes la présidente de l'AFIT. D'où est venue l'idée de la création d'une telle initiative? Merci beaucoup de nous recevoir dans votre journal. La mise sur pied de l'Association des fonctionnaires internationaux togolais, AFIT, est la résultante d'une réflexion menée par un groupe de compatriotes travaillant au sein des organisations et institutions internationales. Nous sommes partis de l'amer constat qu'en dépit des talents et des compétences dont disposent les Togolais, ils sont peu représentés et ils sont peu nombreux au sein de la fonction publique internationale. Clairement, la création de l'AFIT vient un peu pour répondre à ce besoin qui se fait sentir au niveau des organisations et institutions internationales. Alors, vous dites que l'AFIT a pour but d'œuvrer pour la promotion et le bien-être des Togolais dans les organisations et institutions internationales. Que voulez dire par là concrètement? Merci. Il s'agit d'une certaine manière, grâce à nos actions de lobbying, de plaidoyer, de coaching, de formation, comme vous l'avez dit dans votre introduction, de donner de meilleures chances à nos compatriotes qui postulent pour intégrer les organisations et institutions internationales. Un élément essentiel aussi demeure la disponibilité de l'information. Nous allons œuvrer afin que l'information soit disponible pour permettre à nos jeunes frères et sœurs de connaître mieux l'organisation et pouvoir l'intégrer.
Dans cette même perspective, nous travaillons sur une base de données des cadres togolais à l'international, ce qui va nous permettre de réaliser une cartographie des Togolaises et Togolais travaillant au sein des organisations et institutions internationales. Nous allons également faire en sorte que les domaines d'expertise des Togolais au sein des organisations internationales soient visibles et connus des autorités nationales afin que cela puisse être quelque chose qui permette de pouvoir promouvoir plus de Togolais au sein des organisations internationales. Tout ça va nous permettre d'orienter nos actions et nos stratégies et faire en sorte de pouvoir mieux collaborer avec le ministère des Affaires étrangères. Oui, alors, et lorsqu'on jette un regard sur le nombre de Togolais qui travaillent dans ce domaine, dans les organisations internationales, ils sont quasiment inexistants et vous l'avez dit, peut-être même en petit nombre. Alors, Madame la Présidente, comment cela s'explique-t-il? Merci. Je crois que c'est un constat général amer, mais qui est réel. C'est une situation que nous déplorons tous. Elle est due en partie au manque d'informations et surtout au manque d'accompagnement des Togolaises et Togolais qui s'intéressent à la vie internationale. Quand on n'a pas d'informations, on peut ne pas savoir qu'il y a un poste qui est ouvert et c'est un peu dommage que cela soit le cas pour nous Togolais parce que pour les autres pays, des fois, c'est beaucoup mieux parce que si vous prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Donc, nous avons eu un large tour d'horizon sur la problématique avec les autorités compétentes afin de rectifier le tir. L'autre raison importante réside sans conteste dans le peu de qualité constaté au niveau de la préparation des candidats. Et nous sommes en train de voir avec les institutions qui sont là comment bâtir un partenariat pour qu'il y ait un accompagnement systématique des candidats au poste au niveau du Togo et de nos compatriotes qui s'intéressent à la vie internationale. Enfin, et ce n'est pas un moindre élément, c'est la langue. Il y a l'anglais qui peut être un frein pour nous francophones et nous exhortons nos jeunes frères qui veulent s'intéresser aux organisations internationales à se mettre à l'anglais, à pouvoir apprendre cette langue pour leur permettre de pouvoir accéder aux organisations internationales. Oui, et avant la création de l'association LAFIT, en août 2020, il y a donc un an, comment les Togolais se prenaient-ils pour évoluer dans les organisations internationales? Si je peux prendre mon cas, mais je crois que c'est le cas de tout le monde, chacun se préparait dans son petit coin, sans forcément disposer d'informations nécessaires, sans avoir les ficelles cruciales, sans aucun accompagnement adéquat et sans aucune préparation. Mais on y est arrivé parce que on a été curieux, on s'est battu, mais avec LAFIT, nous pensons vraiment faire en sorte qu'il y ait une synergie des compétences et un accompagnement ciblé pour justement corriger ce tir et aider nos compatriotes dès la préparation de leur CV jusqu'à l'entretien d'embauche pour leur permettre d'avoir beaucoup plus de chances et de pouvoir accéder plus facilement aux organisations et institutions internationales. Nous voulons leur donner cet atout et nous avons touché les autorités, les institutions qui sont là et nous espérons pouvoir y parvenir grâce à la synergie d'action. Et je rappelle à nos fidèles auditeurs que nous recevons ce samedi Madame Agathe Kouméalo Telou, présidente de l'Association des fonctionnaires internationaux du Togo, AFIT. Alors, Madame la Présidente, vous avez clôturé le 19 août dernier, ici même à Lomé, l'Assemblée générale annuelle de votre association. Parlez-nous, Madame, du plan stratégique de l'association. Merci beaucoup pour cette opportunité. Notre plan stratégique est quinquennal, comme vous l'avez dit, de 2022 à 2026. C'est un plan qu'on a bâti sur les objectifs qu'on a définis pour l'AFIT. Et à ce niveau-là, au niveau de ce plan, nous avons défini notre vision, notre mission et également adopté 5 axes d'intervention. En termes de vision, nous disons que l'AFIT
se veut une organisation dynamique en faveur d'un monde dans lequel les fonctionnaires internationaux togolais sont de plus en plus nombreux, solidaires, épanouis et promus grâce au soutien des pouvoirs publics et leur interaction favorisant leur bien-être, le développement et le rayonnement du Togo. Donc, à ce niveau-là, vous voyez que c'était important pour nous de rencontrer les autorités et on a essayé de le faire. Et donc, pour y parvenir, je vous ai parlé de notre mission. Nous nous sommes fixés comme mission de maintenir l'association dynamique afin qu'elle collabore efficacement avec les pouvoirs publics au Togo et les institutions internationales dans le monde pour que nous puissions promouvoir et renforcer les fonctionnaires internationaux togolais en vue de garantir leur meilleure représentativité et le bien-être et leur contribution au développement de notre cher pays. Ainsi, je vous ai parlé des 5 axes. Si vous permettez, je vais rapidement au niveau des axes. En termes de premier axe, nous nous sommes dit qu'il faut poursuivre l'opérationnalisation de la FIT à travers le réseautage. En développant le réseautage entre nos membres, nous allons renforcer la solidarité et la fraternité, faire le lobbying entre nos membres et également animer les sections géographiques et institutionnelles. Les sections institutionnelles, c'est au niveau des organisations, mais les sections géographiques, c'est sur le lieu de travail. Et donc, nous avons œuvré à mettre en place ces sections et au niveau de ce premier axe, nous allons travailler au renforcement des liens de fraternité. En axe 2, nous avons pour objectif de promouvoir les fonctionnaires internationaux dans leur lieu de travail, sur leur lieu de travail. À travers le mapping qu'on veut faire, la base de données, la cartographie, nous allons voir s'il y a besoin de former nos membres, s'il y a besoin de les accompagner ou de les orienter pour qu'ils puissent être promus à des postes supérieurs. L'axe 3 concerne le développement des partenariats stratégiques en faveur des fonctionnaires internationaux togolais. Et là, on a démarré hier avec la convention avec l'État, le ministère des Affaires étrangères, mais nous comptons également développer le partenariat avec les organisations internationales, les centres de formation et toutes les autres institutions comme l'ANP, les centres qui accompagnent les jeunes pour leur donner le premier emploi. Axe 4, qui est celui de contribuer au développement du Togo. C'est un peu difficile pour nous, fonctionnaires internationaux, de contribuer, mais nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, à travers les initiatives et les projets, nous pourrons apporter notre contribution. Et donc, à ce niveau-là, vous verrez à travers ce qu'on fera qu'on va essayer de mobiliser nos membres et avoir des projets à mettre conjointement en œuvre avec des partenaires qui sont basés au Togo. Au niveau de l'axe 5, nous allons assurer la coordination de nos actions, nous allons communiquer sur nos actions, nous allons suivre ce qui se passe et nous allons évaluer, mais également rendre compte pour permettre qu'on comprenne que AFIT est efficace et AFIT rend compte et c'est du sérieux, c'est pas de n'importe quoi. Voilà rapidement présenter les grandes lignes de notre plan stratégique 2022-2026. Oui, et Madame la Présidente, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes, vous parliez de la signature d'une convention de partenariat entre l'AFIT et le gouvernement togolais. Que contient concrètement ce partenariat? Ok, merci beaucoup. La convention de partenariat qu'on a signée hier avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, a pour objet de définir les conditions et modalités de collaboration entre l'AFIT et ce ministère. Au-delà des engagements de chacune des parties qu'on a pu mettre dans cette convention, elle nous permet de définir le cadre pour la mise en œuvre conjointe d'un certain nombre de projets et d'activités. Si vous permettez, je peux rapidement dire 2 ou 3 projets qu'on a ensemble avec le ministère. D'abord, on s'est dit qu'il faut le développement conjoint et la mise en œuvre des initiatives. Et ces initiatives sont en cours d'élaboration. Et également, on s'est dit qu'il faudrait également voir dans quelle mesure on peut avoir des échanges sur certaines thématiques
et qui intéresserait le gouvernement, mais également l'AFIT. Nous avons également pensé à la mise en place d'une politique et d'une stratégie nationale de reconnaissance et de promotion et de placement des Togolais dans les organisations internationales. Comme troisième projet avec le ministère, nous avons pensé à l'établissement et à la mise à jour d'une liste et d'une base de données des Togolais travaillant au sein des organisations et institutions internationales. Nous avons également pensé que nous devons travailler avec le ministère à faire le lobbying pour que dans les programmes scolaires et universitaires au Togo, on puisse intégrer des modules de formation sur le fonctionnement des organisations internationales et leur accès. Ça permettra que les jeunes puissent être informés pour qu'ils puissent rapidement se dire que c'est des possibilités d'emploi qui existent. Également, nous allons échanger naturellement les informations, donner tous les éléments au ministère pour qu'il puisse jouer son rôle et pouvoir aider les Togolais à accéder plus rapidement au niveau des organisations et institutions internationales. La Convention prévoit également des réunions périodiques et elle prévoit des activités de suivi. Et également au niveau de la Convention, nous avons prévu l'évaluation de nos actions pour permettre qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est et comment on fait pour corriger le tir. Voilà rapidement ce que je peux dire sur la Convention. Sûrement qu'elle pourra être diffusée et les gens pourront mieux en prendre connaissance. Ça dépendra de vous. Alors, je vais poser une question qui me paraît un peu plus plausible. Quel rapport l'AFIT entretient-elle avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, le HCTE? Merci beaucoup pour cette question. Comme vous le savez, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est une émanation du ministère des Affaires étrangères avec qui nous collaborons déjà. Donc, il va sans dire que nous allons collaborer avec le Haut Conseil et également, comme nous l'avons dit tout au long de notre semaine, nous allons travailler main dans la main avec toutes les organisations et toutes les initiatives qui œuvrent pour le rayonnement du Togo et le développement du Togo. Donc, le Haut Conseil est un partenaire direct de l'AFIT. Très bien. On va peut-être pouvoir aller à la fin de cet entretien. Et il y a certainement beaucoup de Togolais qui travaillent déjà dans des organisations internationales ou qui aimeraient le faire un jour. Que leur dites-vous? Merci beaucoup. Ceux et celles qui travaillent déjà dans les organisations et institutions internationales, nous leur disons de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réaliser ces objectifs dont je viens de parler. Et pour le faire, il leur suffit d'aller sur notre site web pour avoir toutes les informations. C'est le www.afit.togo.com. Maintenant, pour celles et ceux qui aspirent à la fonction publique internationale, c'est de les encourager, mais de leur dire également d'aller vers l'information. S'ils vont sur le site de l'AFIT, ils auront l'information sur les organisations internationales. S'ils vont aux affaires étrangères, s'ils vont à la NPE, puisque nous allons coordonner et faire en sorte que les informations soient disponibles sur tous les sites et sur toutes les plateformes, ils auront l'information nécessaire pour pouvoir postuler. Et pour postuler et être accompagnés, qu'ils n'oublient pas que AFIT est là pour les soutenir, qu'ils n'oublient pas que la NPE est là pour les soutenir et que également au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a une cellule d'accompagnement pour leur permettre de pouvoir parfaire leur dossier avant de les déposer et même de bénéficier du coaching pour leur permettre de pouvoir accéder enfin au poste au niveau des organisations internationales. Mais surtout, nous leur disons de persévérer parce que c'est pas dès le premier coup qu'on peut avoir le poste. Des fois, on peut même postuler pendant 2, 3, 4 ans. Donc, de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager et de pouvoir continuer, mais de se parfaire pour qu'enfin, ils puissent obtenir ce qu'ils recherchent. Alors, avez-vous un dernier mot, un petit mot à l'endroit des auditeurs de Radio Lomé?
Merci beaucoup, Monsieur Nabédé. Ce que je voulais tout simplement dire, c'est merci. Merci à tous les jeunes qu'on a pu rencontrer à travers le café AFIT qu'on a organisé le 18 août. Il y a pas mal de jeunes fonctionnaires, des syndicalistes, mais des universitaires qui étaient connectés. Mais également, merci aux journalistes qui nous ont accompagnés tout au long de la semaine et qui ont rendu visible AFIT et ses actions. Je vous remercie vraiment pour cette opportunité et je me dis que pour nous, hier, en signant cette convention avec le ministère des Affaires étrangères, nous sommes rentrés à la maison. Les autorités publiques nous ont accueillis et nous nous sentons maintenant chez nous et très outillés pour pouvoir aller vers l'action. Je vous remercie de cette opportunité. Madame Agathe Kouméalo-Telou, vous êtes donc la présidente de l'AFIT. Merci d'être passée sur nos antennes. C'est moi qui vous remercie. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Autre chose dans ce journal magazine, Écho du Palais. La première session de la Cour d'assises de Lomé a clos 7 travaux vendredi dernier avec plusieurs dossiers en lien avec le trafic international de drogue à haut risque. Parmi ces dossiers, l'affaire d'une veuve, mère de 5 enfants, qui transportait 60 capsules de drogue cachées dans son appareil génital. Conduite devant les juridictions compétentes, elle a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Il s'agissait en l'espèce de l'amphétamine qu'elle s'apprêtait à convoyer sur l'Indonésie depuis Lomé. Devant les juges, le 15 juillet dernier, Dame Omondi Elisabeth Adiambo, commerçante de pagne dans un grand marché au Kenya, a reconnu les faits à elle reprochés. Elle a confessé qu'elle était dans des difficultés financières et était prête à tout pour gagner de l'argent, pour fructifier son commerce et surtout subvenir aux besoins de ses 5 enfants orphelins depuis la mort de son époux menuisier de son état. Elle a aussi livré à l'occasion des détails sur sa technique de transport qui devait lui permettre de convoyer ses colis de drogue de Lomé vers Jakarta en Indonésie. Un procédé qui s'est révélé inefficace devant le puissant scanner des forces de sécurité togolaises à l'aéroport international général Gnassingbé et Adéman de Lomé. Elle a révélé qu'elle avait introduit 54 boulettes de drogue sans support dans le sexe et 6 autres capsules dans un préservatif avant de les y introduire aussi, avec pour finalité de boucher le vagin. Pour un total de 80 capsules qu'elle devait transporter, cette veuve a dû outre-avaler les 20 autres restantes. À l'issue de cette déclaration, l'avocat général Edodoji Bodwe, deuxième substitut près la cour d'appel de Lomé, a plaidé une condamnation de l'accusé à 20 ans de prison ferme. Et pour convaincre les jurés à le suivre dans son réquisitoire, il s'est attardé sur les conséquences dévastatrices des drogues sur les systèmes économiques et sécuritaires dans les États du monde. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, a plaidé pour sa part la défense incarnée par Maître Larry Paul d'Amitart devant le président de la cour d'appel de Lomé et les autres jurés appelés à statuer sur le sort de sa cliente. Il est vrai que ma cliente a violé les règles de la société, mais tenez compte de son statut de mère ayant en charge 5 orphelins, a-t-il encore poursuivi. Notons que l'accusé avait été appréhendé le 25 décembre 2015 à l'aéroport de Lomé, transportant des capsules contenant de l'amphétamine, une substance prohibée dont le trafic est prévu et puni par les articles 254 et suivants du nouveau code pénal togolais. Les investigations ont aussi révélé qu'elle n'était pas à son premier transport de drogue dans le cadre du trafic international juteux de stupéfiants à haut risque. Malgré ces révélations, la sentence a été moins salée. La veuve Omondi a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Du sport.
Football éliminatoire mondial 2022. La rencontre au Togo-Sénégal aura bien lieu le 1er septembre prochain. Ceci après le rejet par l'instance dirigeante du football mondial de la requête du Sénégal à repousser le match contre le Togo. La page des sports Kilim Poyode. Cette requête adressée à la FIFA par la Fédération sénégalaise de football fait suite aux craintes du temps court que disposeraient ces joueurs professionnels pour se préparer. La plupart des joueurs composant l'ossature des Lions de la Teranga évoluant en France, en Allemagne et en Angleterre où les championnats ont repris. Les professionnels comme Sadio Mané devront jouer jusqu'au 29 août alors que la Serie A de Kalidou Koulibaly reprend ce week-end. Devant cette situation, le Sénégal a demandé à la FIFA de repousser la rencontre de 24 heures. Mais Zurich a opposé une fin de non-recevoir et le match se jouera bel et bien le 1er septembre prochain au stade Lat Dior de Thiès, homologué par la CAF il y a pas longtemps. En Bundesliga allemande, le leader Hoffenheim jouera ce dimanche contre Union Berlin. Hilas Bebou et les siens pourront creuser l'écart sur Dortmund, son poursuivant immédiat. L'ogre bavaroise, le Bayern, quant à lui, attend dans son arène le FC Cologne pour se relancer à coup sûr. C'est dans le cadre de la deuxième journée du championnat allemand et c'est ce dimanche. Deuxième journée également en Angleterre pour finir. Les Loups de Wolverhampton accueillent les Spurs de Tottenham. Les Red Devils mancuniens seront à Southampton pour confirmer leur bonne entame de la saison. L'affiche qui attire toute l'attention reste celle opposant les artilleurs d'Arsenal aux Blues de Chelsea. Arsenal pourra se relancer après la gifle de la première journée reçue à Brentford ou continuer sa descente. Michael Arteta est dos au mur et devra remobiliser ses troupes. Toutes ces rencontres se jouent ce dimanche. La revue de presse pour clôturer cette édition. Le sujet le plus largement commenté cette semaine par la presse togolaise est sans nul doute la privatisation de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie du Togo BTCI. Toutefois, la hausse exceptionnelle des cas de contamination au Covid-19 n'a pas laissé indifférents les professionnels des médias. Juliette Kamdé. Depuis plusieurs semaines déjà, le Togo fait face à une flambée inquiétante de cas Covid-19. L'augmentation de cas entraîne l'augmentation des hospitalisations en réanimation et l'augmentation des décès également. Décès qui dépassent maintenant les 170. La situation s'explique par la présence du variant Delta au Togo, une présence confirmée par le colonel Djibril Mohamed. Le médium appelle à une prise de conscience. Dans l'après-midi du mercredi 11 août, en 1 heure, on a pu compter l'arrivée de 4 ambulances au CHR Lomé Commune, le centre dédié à la prise en charge de malades Covid-19, écrit le journal. Le confrère exhorte à se faire vacciner. En tout cas, la situation inquiète au point où les autorités appellent les hommes et femmes des médias à sensibiliser autrement. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu en début de semaine à Lomé, où les ministres de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Communication ont échangé avec les journalistes sur comment bien traiter l'information vu les temps qui courent. Mais ce que la presse a beaucoup relayé à propos de Covid-19 cette semaine, c'est l'appel de l'archevêque de Lomé à la communauté chrétienne catholique togolaise à se faire vacciner. Cet appel est intervenu aux obsèques d'un prêtre décédé de Covid-19, précise Écho du pays. Covid-19, attention, ça flambe toujours. Monseigneur Bariga invite les catholiques à plus de mobilisation pour le vaccin. Titre chronique de la semaine à sa une. Flambeau des démocrates se fait plus offensif et écrit. Le CHR Lomé Commune débordé, Monseigneur Bariga préoccupé. Processus de privatisation de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI, les critiques fusent de partout. La presse également y va de son opinion. Pour Nouvelle Opinion, face au défi de mondialisation, de telles décisions permettent de maintenir les banques nationales dans ce nouvel élan. Entre donc intérêt et critique, la presse est partagée. Pour les uns, Nouvelle Opinion, l'Union pour la Patrie, Togo Matin, le dialogue pour ne citer que cela, la privatisation présente des avantages. Cependant, d'autres comme Liberté, Le Correcteur et Canal D pensent qu'il n'en est rien. Ainsi, Liberté de mardi 17 août souligne
Vague d'indignation autour d'une privatisation au contour flou. Grâce à un tour de passe-passe grotesquement monté, la BTCI est retombée dans les mains de la minorité pieuse. Au journal Le Correcteur d'ajouter BTCI bradé, l'opacité d'une opération qui cache mal un montage financier. De son côté, Atopani a choisi plutôt de mettre sous les projecteurs l'acquéreur de la part de la BTCI cédée par l'État. BTP, compagnie d'aviation, affaires, alimentation, banque, mines, 3 points de suspension, politique, Mahamadou Boukoungou, l'autre fierté africaine, lit-on à la une de ce journal. En effet, la BTCI a été cédée à IB Holding, dont le patron n'est autre que Mahamadou Boukoungou de Ebomaf. Et puis nécrologie, Madame Nakpa Polo, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, n'est plus. L'information de son décès et les réactions qui ont suivi ont largement été relayées par la presse. Nakpa Polo est décédé le 16 août au CHU Sylvanus Olympio. Pluriel. Le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Lomé, ainsi s'achève ce journal magazine. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous samedi prochain.